Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12, le Zénith de ce vendredi 21 septembre 2018 avec l'actualité politique qui est très chargée. On va d'abord dire que dès demain, samedi 22 septembre 2018, c'est le lancement de la campagne électorale. 2 semaines où les candidats vont rivaliser d'arguments et d'adresses pour convaincre le peuple camerounais et près de 6,6 millions d'électeurs à voter pour eux le 7 octobre prochain et à les porter donc à la tête de la magistrature suprême. Mais déjà, les ralliements se font sentir, des ralliements comme on peut en voir avec le MRC de Maurice Kamto et le ralliement hier de Christian Penda et Koka, mais également celui de Jean-Jacques Ekindi pour le candidat du RDPC Paul Biya. Donc les choses se mettent en place. On verra bien sur quoi tout cela va déboucher pour les semaines à venir. On va également dire que la crise anglophone continue à faire parler d'elle puisque le candidat du SDF a donné une conférence de presse hier ici même à Douala pour dire qu'il ira battre campagne dans les deux régions du Cameroun, nord-ouest et sud-ouest, qui sont donc en crise anglophone, pour ainsi dire que cela n'est pas un problème pour Joshua Oshie qui fera tout, qui fera au moins un jour pendant les 15 jours de campagne dans ces deux régions-là, ce qui est bien une expression de courage. On attend de voir ce que les autres candidats vont faire pour l'heure. En tout cas, l'opposition est en marche pour cette élection présidentielle. 10-12, le Zénith, comme chaque matin, vous aurez les articulations qui sont habituelles. D'abord avec vous, Charlamel Batchou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis plus que triste ce jour, extrêmement triste d'entendre qu'un ministre de cette République, un professeur de surcroît, Jacques Famendongo, a dit sur les antennes d'une chaîne internationale que la situation est au calme dans le nord-ouest et le sud-ouest, que les populations vont tranquillement. Il n'y a que quelques petits spasmes. Vraiment. À quand remonte la dernière fois où vous, Jacques Famendongo, avez mis les pieds de ce côté du nord-ouest ou du sud-ouest? Ayez pitié de ces populations qui souffrent. D'ailleurs, appelez au Kalabila et le gouverneur de la région du sud-ouest, il vous dira. Triste, je suis. Voilà, tristesse, on va le dire ce matin au tout début de ce magazine 10-12 le Zénith, pour dire quand même que cette déclaration de Jacques Famendongo peut surprendre et choquer lorsqu'on regarde la situation difficile des populations du nord-ouest et du sud-ouest. D'ailleurs, il faut dire que beaucoup d'entre elles aujourd'hui ont décidé de quitter cette partie du pays pour se réfugier dans les villes telles Douala, Bafoussam, Yaoundé et les autres villes du Cameroun pour trouver un peu de refuge, puisqu'il y a le craquement des armes et tout cela n'est pas de nature à entraîner leur tranquillité. Donc la sécurité reste précaire dans ces deux régions du Cameroun. Et lorsqu'un ministre de la République de surcroît tient ce genre de propos, ce type de propos, on ne peut que s'en offusquer, on ne peut que le regretter, surtout lorsqu'on sait que depuis il y a eu le revirement, la volte-face, le rétropédalage d'autres autorités de la République qui avaient au tout début de la crise appelé chiens quelques-uns d'entre ces personnes qui revendiquaient des choses pour leur vie, pour leur meilleure vie, et qui depuis se sont rétractés. On pense ici au gouverneur de la région du sud-ouest, Bernard Okaliabilai, qui a tout récemment dans une sortie suggéré à ces populations de ne pas quitter Boya, donc abandonner le ton martial qui était le sien au tout début de la crise pour revenir dans une forme de conciliation, être plus conciliant avec ces populations meurtries par cette
cette crise. Madame, Monsieur sur le plateau, également ce matin, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Foupoussi, bonjour à vous sur le plateau et bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je suis autant triste comme Charles Hamel ce matin et je vais dire un bonjour spécial à ces chefs d'établissement qui ont dû changer la configuration de leurs établissements en introduisant, pourra intégrer aussi ces enfants, ces élèves qui ne demandent qu'à avoir une vie scolaire, notamment à travers le système anglophone. Donc beaucoup de courage, surtout à ces enfants qui ne demandent rien d'autre que d'avoir également une vie scolaire et surtout beaucoup d'encouragement aux Camerounais qui continuent d'accueillir ces familles désemparées, qui continuent de leur proposer également un abri sûr en ces temps de crise. Et puis dans le cas de la revue des réseaux sociaux, on parlera de politique encore et surtout on va visionner cette vidéo qui fait le buzz avec Cabral Libi qui s'exprime justement sur cette interdiction de ce meeting qui était donc prévu pour la journée du dimanche 23 septembre. Donc on en parle dans le cadre de la revue des réseaux sociaux pour ce matin. Alors, il faut surtout apprécier le ton avec lequel Cabral Libi, qui est le candidat investi par le parti Univers et le coordonnateur du mouvement 11 millions de citoyens, il faut, je disais, apprécier le ton avec lequel il réagit à cette situation. Il dit qu'il maintient son meeting, le parti Univers ne va pas plier les Chines, ne va pas se coucher, donc il maintient ce meeting-là. C'est intéressant à voir, c'est intéressant à voir. Donc pour dimanche prochain, on verra quelle sera la réaction des autorités administratives, le plus souvent friandes de la méthode forte, friandes de ces opérations coup de poing pour, comme ils le disent, comme elles le disent le plus souvent, faire maintenir l'ordre public, puisqu'il s'agit ici du concept d'ordre public. Madame, Monsieur sur le plateau également ce matin, il est bien là avec nous. Bon, Bengal, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Foposi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. On apprend également du ministère chargé de la Défense que apparemment la crise anglophone pourrait investir la capitale politique du Cameroun. À nous de voir. Le ministre chargé de la Défense instruit le gouvernement tout entier, mais surtout les forces de défense et de sécurité de veiller sur certains quartiers spécifiques de Yaoundé. Parce que, semble-t-il, les informations en sa possession font état de ce que le 1er octobre pourrait être dangereux pour certaines cibles stratégiques de la capitale. D'accord, oui, il a clairement dit, le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, qui est tout à fait clair. Donc 1er octobre, 7 octobre, ces deux dates sont à scruter. Pour voir ce qui va se passer. Ce qui est intéressant quand même, c'est que l'État est déjà eu vent de cela et que clairement les dispositions seront prises pour que toute tentative malencontreuse ne puisse pas avoir une suite favorable ou prometteuse pour ces hors-la-loi, pour ces terroristes, pour ces sécessionnistes qui veulent saucissonner le Cameroun une fois de plus à l'heure où l'Afrique attend besoin de s'unir, où l'Afrique attend besoin de s'unir face à ses ennemis. On voit tout de suite ce qui se passe actuellement en France avec l'affaire Absatou Sy, qui a été donc victime d'actes racistes face à Eric Zemmour, lui qui est bien connu pour la verve de sa langue, une langue raciste, une langue xénophobe, et c'est important qu'on puisse s'unir contre ce type d'individus, ce type de racailles qui croient encore pouvoir imposer à l'Afrique leur façon de penser et leur manière de se prénommer, parce qu'il est quand même assez intéressant de voir comment un homme puisse pousser, comment un homme pousse le bouchon aussi loin et suggère à une personne en part entière qui a déjà un prénom, comment elle devrait se prénommer. Et donc il a dit que Absatou Sy devrait se prénommer Corinne puisqu'elle est en France et que la France est le pays de la tradition judéo-chrétienne. Alors toutes ces questions-là donc méritent qu'on s'y appesantisse et qu'on dise clairement que l'union de l'Afrique est la voie pour lutter contre ces racailles-là. Madame, messieurs, on va lancer le programme ce matin avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour et Tendance Tenue est déjà en place avec nous sur le plateau comme chaque matin. La voici. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent du côté de Ngangé. Il y a eu un scandale là-bas. Les choses se passent dehors, père mon bon. Maman, j'aime la tout noisy.
à cause des problèmes des gens. Voilà une femme qui a failli déchirer un billet de 2000 francs hier. C'est un bonbon. À 7 ans-ci. Je lui ai dit que si tu tentes, si tu essayes, maman, c'est la prison directe. C'est vrai que si on déchire l'argent, on part en prison. Oui, oui, on part en prison. Oh, je dis aussi comme ça pour dire les commentaires que j'entends souvent dans le couloir, au ghetto, parfois au Parlement. Elle dit, je suis fatiguée. Qu'est-ce que ce monsieur me veut? Qu'est-ce que mon mari me veut en temps normal? Pour elle, la ration doit être combien? Non, pas la ration. Concernant la ration, il a me donné la ration du mois. Mais elle m'a dit que non, vu le comportement de son époux, elle risque de faire quelque chose qui n'est pas bien. Je lui ai dit que mais quelque chose qui n'est pas bien, comment on mais explique-moi bien. Elle dit que concernant sa coiffure, monsieur n'a jamais donné 2500 francs pour sa coiffure. Car avant, il donnait que 1500. Qu'elle se plaint, il a encore augmenté 2000 francs. Donc elle a dit que comme les deux, comme hier il a donné les deux colossiens, je lui ai dit, elle ne vient pas déchirer, elle me dit que ça, que même si on fait comment, son époux va rentrer récupérer ces mêmes 2000 francs. Mais comment? Elle s'est coiffée avec 1500. Maintenant, on lui donne. Non, avant, il donnait que 1500. Elle jonglait dans l'argent de la ration. Elle me dit qu'elle elle laissait une coiffure. Ça faisait même un mois. 3 semaines. Parfois 2 semaines. Parfois 2 mois, une greffe. Parce que quand elle faisait le marché, elle faisait ses économies. Si elle va acheter le munga peut-être de 1000 francs ou encore de 700 francs, elle fait ses économies, elle achète le munga de 500 francs. Elle coupe 200. Elle lance dans sa caisse. Si elle va acheter le haricot, même c'est 5 boîtes, elle achète 4 boîtes. Le reste de l'argent, elle lance dans sa caisse. C'est comme ça qu'elle jonglait pour se coiffer. Voilà. Mais elle s'est rendue compte que son mari est en train d'abuser d'elle. Qu'elle a besoin que son homme lui donne l'argent. Normalement, comme un homme qui respecte son épouse doit donner pour aller se faire belle. Elle a donc juré devant son mari qu'elle ne va plus jongler l'argent de la Non, même pas ça. C'est à moi qu'elle a expliqué. Je l'ai dans la Si elle refuse, ça veut dire qu'elle ne jongle plus l'argent de la ration. Mais si elle refuse et elle continue à jongler l'argent de la ration, c'est pas bon. J'ai appelé son époux au téléphone comme mon beau. Voilà que madame se plaint. Face à cette situation, tu penses qu'on peut gérer comment? Arrange-toi à donner au moins 10 000 francs à madame pour se coiffer. Pour qu'elle soit belle, rien que pour se coiffer. Ça peut être les rastas. Si tu veux piquer les rastas, tu peux peut-être prendre 2 paquets de mèches. Disons 4 500 francs ou 5 000 francs. Maintenant, il faut payer la main d'œuvre. 3 500 francs ou 3 000 francs. Ça dépend de la coiffeuse qui est en face de toi. S'il faut placer la greffe, il faut au moins 8 000 francs, oui. Parce que si tu prends une greffe de 5 000 francs, il faut faire le lavage, payer 1 500 francs ou 2 000 francs pour te coiffer. Et ça dépend du salon de coiffure. Mais avec 2 000 francs, elle peut faire des coiffures pendant 6 mois. Non, elle ne peut pas s'en sortir. Le fil à tresser, ça coûte 25 francs. On n'utilise plus ça. On utilise, puisqu'on va continuer à vendre ça. Ça coûte 25 francs. Elle peut même acheter le fil à tresser de 500 francs. Elle garde. Ça fait 4 à 100 francs. Donc elle garde. Ça veut dire qu'elle peut se tresser pendant 6 mois sans problème. Et maman, quand j'appelle son époux au téléphone. Et le reste de l'argent, elle achète les shampoings, elle peut faire comme Flora. Voilà, elle peut faire comme Flora. Quand j'ai appelé son époux au téléphone, il m'a dit que non, mieux elle rase. Donc, je l'ai appelé au téléphone, il m'a dit que non, mieux elle se rase. Oui. Qui ne peut plus mettre l'argent. Je vous vois sourire, hein, Flora, attention. Qui ne peut que les 2000 francs là suffisent. Oui. Maintenant, je vais poser la question à tous ceux qui me regardent ce matin, hommes et femmes, bref, à tous les hommes. Un homme normal doit donner combien à son épouse pour se faire belle, bref, pour faire sa coiffure? 2000 francs. 2000 francs par moment. Oui, 2000 francs. C'est qu'il n'y a pas l'amour. 2000 francs tous les 3 mois. Est-ce que vous les femmes là qui me regardez ce matin, si monsieur vous donne 2000 francs pour la coiffure, est-ce que vous allez prendre? Tous les 3 mois, il faut préciser. Est-ce que vous allez prendre ou vous n'allez pas prendre? Point d'interrogation. Est-ce que vous allez prendre et jongler un peu dans la ration? Point d'interrogation. Je m'arrête là, Eric. Et je vous reviens. Voilà. Je vous reviens dans quelques secondes. Alors, on va être bref sur le plateau avec l'histoire du jour de ce matin. On n'aura pas le temps de dérouler comme à l'accoutumée. Le train de vie des familles africaines. Je pourrais tenter de résumer cela comme ça ce matin, puisque on parle beaucoup des grands concepts de gestion financière lorsqu'on approche la manière avec laquelle le gouvernement camerounais gère son budget chaque année. On parle souvent du train de vie de l'État, un train de vie colossal.
Est-ce qu'il y a une corrélation entre cette façon de gérer l'État et comment nos familles sont gérées et comment on habitue nos familles à faire des dépenses au quotidien? Là, on parle de dépenses liées au beau, liées à ce qu'on montre aux gens, donc liées au paraître et non pas à l'être, donc c'est lié au paraître, donc ce que l'on montre aux gens, clairement. On pourrait appeler ça aussi le beau, lié au beau. Est-ce que pour être beau ou bien pour montrer du beau, il faut forcément dépenser beaucoup d'argent? C'est la question qu'on pourrait se poser également ce matin. Ce que les gens, ce qu'une certaine opinion considère comme étant des futilités peut être vu comme étant quelque chose d'essentiel pour d'autres. Bon, Bengan, quel est votre point de vue dans l'histoire de ce matin, le comportement de cette femme, le comportement de cet homme? Comment vous appréciez, comment vous voyez ça? La première chose, il ne faut plus parler du train de vie, du niveau de vie. Il faut parler plutôt de la qualité de la vie. Parce que quand vous parlez du train de vie, du niveau de vie, ça veut dire qu'il y a des paliers. Moi, j'ai vu calmement une vie normale, paisible, avec mes 4 femmes, sans argent et mon troupeau de bœufs, de coton et tout. Ça, le niveau, il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress, il y a l'huile de karité, il y a le manyanga, il y a un certain nombre de choses. On n'a pas besoin de ça. La paire de ciseaux est là, quand on estime qu'on peut couper les cheveux, à un moment donné, on les coupe et tout. Maintenant, celle qui vaut, il faut tresser. Voilà, le fil à tresser coûte 25, continue à coûter 25 francs. C'est-à-dire que si vous voulez acheter un paquet, vous achetez pour 1000 francs, ça fait beaucoup. Beaucoup de choses. Et avec toutes les filles, toutes les femmes, tous les week-ends, vous tressez les cheveux. Après avoir mis le manyanga et tout. Bon, de temps en temps, les 1000 francs qui restent, vous achetez le shampoing qui peut vous durer 3 mois et tout. Donc, 2000 francs, ça suffit largement pour une femme pour 6 mois. Ça suffit largement. On pourrait vous opposer, bon, Bengan, ce matin, un retard sur le monde aujourd'hui, une forme de pensée rétrograde par rapport aux critères de beauté qui, à votre époque, semblent toutes étaient ceux-là, et qu'aujourd'hui, on apprécie la beauté. Mais les femmes sont perdues. Prisme. Les femmes sont perdues. Il ne faut plus qu'on accepte ça. Qu'on récupère nos femmes et nos filles. Quand vous parlez de mèches brésiliennes, pour les brésiliennes, on peut porter ces mèches. Mèches chinoises, mèches indonésiennes. Mais attendez, nos femmes sont perdues, sont complètement, j'allais dire, sont entrées en brousse, permettez l'expression, pour prendre le livre de Jean-Marc là. Nous ne devons plus laisser nos femmes et nos filles pénétrer en brousse. Ramenons-les à la maison. Et les ramener à la maison veut dire justement que ces choses-là, brésiliennes et tout, c'est de n'importe quoi qu'on laisse. Pourquoi les Brésiliennes, pourquoi elles ne peuvent pas prendre dans les cheveux africains, aller vendre en France, ou en Allemagne ou au Brésil en disant voici les mèches africaines, voici les mèches camerounaises, ghanéennes et tout. Donc, ramenons nos épouses à la maison. Donc, vous nous appelez ce matin à une refonte de notre approche, notre rapport à la beauté de la femme. Absolument. L'huile de karité, ils savent ça. D'accord. Le manyanga. Ils savent ça. Et il y a des shampoings qu'on utilise. Je ne connais pas les noms véritables. Mais en fait, les femmes, elles les savent. C'est quoi l'enjeu? Puisque au final... l'enjeu, c'est qu'elles sont perdues et elles vous amènent dans la phrase que vous avez utilisée, le niveau de vie. Non, c'est ahurissant. C'est ahurissant. Et il faudrait qu'elles acceptent qu'elles sont sorties. Mais puisqu'on se rend compte justement de cette donnée subjective qui est que les femmes désormais rapportent leur bonheur à la manière avec laquelle elles veulent être belles. Aujourd'hui, elles veulent justement, pour certaines, pas pour toutes, arborer fièrement ces parures dont vous parlez ce matin. C'est ce comportement narcissique qu'il faut corriger. D'accord. Ce n'est pas elles ne s'apprécient pas, c'est nous qui les apprécions. Et c'est nous qui les apprécions par rapport à cette esthétique qu'elles veulent nous présenter. Et quand nous disons donc, mais madame, c'est pas bon. Elle dit, mais non, c'est ça que vous cherchez dehors, non? On ne cherche pas ça dehors. On veut donc une femme qui est naturelle, qui est elle-même. Donc, qu'elle sorte de ces artifices. Sauf qu'on se rend compte de plus en plus que les femmes qui sont, comme vous dites,
au naturel et simple, certaines femmes qui ne bénéficient pas des largesses financières de leurs compagnons, de leur époux, pour clairement se coiffer, comme on a dit dans l'histoire de ce matin, estiment qu'elles sont mal choisies, qu'elles sont mal aimées, qu'elles sont mal entretenues et qu'elles sont abandonnées. C'est elles qui estiment ça parce qu'elles y ont mis un peu d'escroquerie. Voilà une dame qui est mariée, qui coupe l'argent des rations. Son mari se rend compte. Il ajoute 500 francs sur l'argent qu'elle lui donnait pour sa beauté. Pour sa tête, lui donnait 1500, maintenant c'est 2000 pour qu'elle laisse l'argent. A-t-elle prêté serment qu'elle ne va plus couper l'argent de la ration? Elle ne sait pas. Elle commence à dire non, 2000 francs ne suffisent pas. Elle coupait donc combien? Ça veut dire qu'elle va continuer à couper. Et j'entends ça même avec mes filles. Certains de mes filles, il dit non, moi ma mèche coûte 40 000 francs. Mais 40 000 francs, pourquoi vous jetez 40 000 comme ça en l'air? Et c'est ça qui explique également, il y a beaucoup d'aspects, mais ça explique également pourquoi les femmes ne vont pas aujourd'hui en mariage. Parce qu'elles veulent d'abord, j'ai dit, me mettre à l'aise, ça veut dire qu'une mèche brésilienne de 40 000 tous les mois. Peut-être parce qu'elles ont une nouvelle approche de l'épanouissement, de leur bonheur personnel. Elles estiment que leur bonheur passe peut-être par d'autres chemins. La femme, si on considère que justement, c'est la dérive. N'allons pas justifier les actes de déviance. Ramenons nos femmes et nos filles sur le droit chemin. À se réconcilier. À se réconcilier avec elles-mêmes. C'est nous les hommes qui les apprécions. Nous les apprécions comme elles sont, mais pas comme elles pensent pouvoir être. D'accord. Et surtout quand elles sont artificielles, elles ne nous plaisent pas. D'accord. Bon, là encore, c'est de la relativité. On va ne pas être péremptoire là-dessus parce que après, on va dire que Florazé, on est aujourd'hui assailli par les réseaux sociaux, par les nouveaux médias, par la télévision, par tout ce qu'on peut estimer comme pollution visuelle qui aujourd'hui... Vous avez prononcé le mot. Oui, qui aujourd'hui influe sur ce que les femmes pensent elles-mêmes, de comment elles devraient être heureuses et de comment elles devraient se présenter au monde extérieur. Elles estiment que la beauté, c'est d'abord dans sa peau. On se sent belle lorsqu'on est belle dans sa peau. Et quand elle vous traduit le belle dans sa peau, là, c'est justement à se parer de toutes les greffes les plus sophistiquées, les plus chères du monde entier. Oui, même s'il faut quand même rappeler que l'apparence physique compte, hein, donc il faut être propre, il faut être bien dans sa peau, et pas être propre, c'est également le regard, c'est ça qui attire. Maintenant, puisqu'on parle d'identité, vous savez, hein, on parle maintenant d'identité, personnellement en tant que femme, j'estime qu'on vient d'une race qui a été tant méprisée pendant des millénaires, hein, et qui a toujours suscité la curiosité des autres. Quand vous regardez la femme africaine, ce sont ses formes, c'est son cheveu, c'est sa chevelure crépue, c'est-à-dire qui a vu d'être mon chavoir, c'est-à-dire on voit c'est enroulé et tout, on dit back, excusez-moi. Donc tout de suite on va avoir ce cheveu qui est lisse, tout clair, etc. Et tout. Donc c'est justement ce visuel qui tend à dénaturer les choses et à perdre un tout petit peu les femmes. C'est-à-dire au niveau même de la couleur de peau, et puis ça va même au niveau des cheveux. Et pour ce matin, moi, je veux dire ce matin que cette femme dérange. Parce que vous avez quand même un homme qui pense à vous donner cet argent par rapport à votre beauté. Il y en a qui ne le font pas. Donc pour moi, je dis c'est déjà un acte à encourager par rapport à ce monsieur qui pense que sa femme doit se vêtir, qui pense que sa femme doit quand même aller au salon de coiffure. Et il le fait avec ses moyens de bord. C'est-à-dire, il trouve qu'avec 2000 francs, peut-être, elle peut aller... Je prends un exemple. Nous sommes quand même, allons-y, dans les petits salons de coiffure. Je crois qu'on lave les cheveux dans ces salons c'est un salon 300-500 francs. Vraiment, je parle banalement. Un homme qui donne 2000 francs, je sais pas, c'est selon ses moyens de bord. Elle dit que peut-être par rapport à son rendement mensuel. Ses revenus. Oui, mensuel. Il se dit que je peux quand même enlever 2000 francs parce qu'il y a l'électricité qu'il faut payer, il y a certaines taxes et autres. Donc, il se dit, si elle va avec 500 francs, peut-être 1500 francs, elle peut se faire de très belles tresses ou alors, je sais pas moi, un chignon, hein, ou alors je dis n'importe quoi. Vraiment, il calcule comme ça parce que les femmes me regardent que même dans ces salons, on peut. Maintenant, quand vous aimez les cheveux naturels, ça devient encore plus cher pour nous quand on va justement dans ces salons, parce qu'il faut maintenant utiliser certains shampoings, etc. et autres. Et moi, je dis, j'économise parce que justement, il y a la beauté aux plantes que j'adore.
C'est-à-dire que pour rappeler aux dames qu'il faut... Nous devons passer par la promotion de ce qui est fait localement, de ce qui est produit localement par nous. Voilà. Nous avons les feux d'hibiscus. C'est un rappel que je donne aux femmes. Hein. C'est pas que je veux couper, les vivres aux femmes qui ont les salons de coiffure et autres. Et même si vous le faites, c'est intéressant. C'est que moi, je cultiver la terre. Oui, ou non, que je veux aider celles qui n'ont pas de moyens mais qui veulent être belles. C'est ça mon problème en fait. Cultiver les hibiscus. Je veux aider ces femmes qui n'ont pas de moyens pour aller dans des salons de coiffure pour dépenser 2500 francs, 3500, 4000 francs pour des brochets et autres, mais qui peuvent le faire avec des moyens de bord naturellement. Les feux d'hibiscus, c'est un shampoing naturel et ça vous donne des cheveux impeccables, propres. Ça vous élimine les pellicules et puis même ça lutte même contre les chutes de l'alopécie, chutes de cheveux et autres. Et après ça, quand vous avez terminé avec votre shampoing à la maison, les 2000 francs, vous voyez, au centre de coiffure, si vous prenez un paquet de mèches, etc. et tout, vous faites du travail coiffure. Il y a du miel, il y a des carottes, il y a vous faites du travail coiffure et puis le tour est joué. Vous savez, c'est bien qu'on ait ce sujet parce que je suis entrée dans un endroit très huppé parce que je cherchais un produit naturel. Je suis arrivée, le monsieur n'avait pas le produit en question. Il me dit, non madame, ce produit-là n'est pas pour vous, il faut utiliser ci, ça, ça, ça. Et il a commencé à me vanter d'un produit qui est fait ailleurs. Et moi, je voulais ce produit parce qu'il est fait localement. Parce qu'il ne l'avait pas et qu'il voulait vendre, il a commencé à dénigrer le produit qui est fait sur le terroir pour me présenter notre produit qui est fait à l'extérieur. Il me dit, là-bas, ils ont les moyens, ils peuvent vous, le traitement assuré, avéré. Vous êtes technicien? Vous êtes technicien de la chose. Donc vous voyez, ça commence justement, ça commence dans nos communautés. Nous n'arrivons pas à nous accepter tels que nous sommes. Et puis, bah oui, et ça fait en sorte qu'on se dit que c'est ce qui vient d'ailleurs qui est mieux pour nous. Et puis, comme mon oncle a dit, les hommes, en fait, nous aiment comme on est là. C'est intéressant. Naturellement. Et j'aime pas cet argument de... On voit les petites, ils vont voir les maîtresses qui mettent les greffes brisées. C'est faux. Même s'ils le font, parce qu'on parle d'accord de sentiments et d'amour, ils vont voir celles qui mettent des greffes brisées et autres, etc. et tout. Non, mais la preuve c'est que vous êtes là, ils vous avouent là où vous êtes, parce que vous êtes ce que vous êtes. D'accord. Naturel. Okay. Florazé, c'est bon. Merci de déconstruire avec nous sur ce plateau ce matin cette légende faussement urbaine qui veut que les hommes soient friands de ces femmes artificielles et sophistiquées. Et pourtant, si on fait un ratio, si on fait un vrai sondage, on va se rendre compte que ces femmes-là ne sont souvent que des petits passe-temps, voilà, des petits passe-temps qui nous permettent un peu de nous divertir quelquefois. Mais il faut dire, et ça c'est intéressant que vous fassiez, Florazé, de ce sujet un enjeu identitaire pour notre race, la race noire. Vous avez rappelé d'ailleurs nos souffrances multimillénaires. Il faut dire quand même que quand on regarde nos prétesses, nos belles femmes des empires phéniciens ou égyptiens, on se rend bel et bien compte que la beauté telle que conçue par nos ancêtres de la haute et de la basse Égypte sont pour beaucoup dans ce que l'Europe aujourd'hui présente, puisque c'est une pâle copie de ce qu'on faisait déjà il y a plusieurs millénaires. Il faut dire que la beauté n'a jamais été pour ces barbares-là de l'époque, puisque nous les appelions à l'époque des barbares, que ce soit les Germains, les Celtes et autres, les Bretons, étaient pour l'Égypte des barbares. Donc c'est eux qui ont puisé chez nous en Égypte cette façon de voir le monde, et on semble nous mentir et nous dire que nous sommes des barbares et que nous ne sommes à l'origine de rien du tout dans ce monde. Donc merci de faire de ce débat un enjeu identitaire. Oui, et peut-être pour sortir avant que Charlemagne ne prenne la parole, hein, même la Bible le dit, c'est-à-dire que aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que, au fait, parce que vous voulez être propre dans votre peau, que monsieur vous donne de l'argent pour la coiffure, etc. ou pas, vous-même, en tant qu'être humain, vous voulez vous sentir bien dans votre peau, vous me donnez les moyens qu'il faut pour le faire. Alors, vous citez la Bible, mais je voudrais quand même rappeler que la Bible n'est pas un texte qui met la race noire à la place qui devrait être la sienne, puisque d'abord, puisque dans Genèse, justement, il y a Cham, qui est l'ancêtre des Noirs pour la Bible, et qui estime que Cham est l'enfant maudit.
maudit par Dieu et que pour la Bible, les Noirs sont maudits. Donc quand vous citez non, les vous termes savez, moi comme je reste ça, avec des valeurs qui n'ont rien à voir avec la couleur. Qui n'ont rien à voir avec la couleur de peau. Non. Et même que là, c'est encore discutable, c'est un grand débat. Non, ça a à voir avec la couleur de peau, ça a tout à voir avec la couleur de peau, justement. C'est ça le grand débat de demain. Ça a à voir avec la couleur de peau. Alors, cher Lamel Bachou, on va dire que nous sommes fiers d'être des Noirs, d'être la race noire. C'est une race importante, c'est une race première dans le monde. Dans cette histoire, de quoi il s'agit pour vous? Monsieur Eric Fopoussi, le roi Béanzin, du haut de son trône, disait, je le cite, « Je ne cherche pas à qui plaire, mais plaire à qui j'ai choisi. » Aujourd'hui, les gens l'emploient comme si cette expression venait du monde occidentalisé. Pourtant, c'est de l'Afrique. Tout à fait. Lorsque la femme va vers son époux, se pose-t-elle la question de savoir, monsieur Eric Fopoussi, comment est-ce que mon mari m'aime? Première question. Que faire continuellement pour lui plaire? Monsieur Eric Fopoussi, voilà les questions auxquelles les femmes doivent répondre. Mais étant donné qu'elles sont attirées par le mimétisme sociétal qui voudrait que on se compare à la voisine, on fait comme la voisine, on fait comme les autres, elles se retrouvent à s'embourber dans des labyrinthes incompréhensibles. Monsieur Eric Fopoussi, sans vouloir insulter les femmes, nul ma prétention, les filles d'aujourd'hui ont les cheveux sales. Allez-y. Mais pourquoi vous le dites? Les filles d'aujourd'hui ont les cheveux sales, des cheveux d'état, des cheveux décolorés, des cheveux pleins d'odeur, justement parce qu'elles... Et d'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi, quand elles se lavent, elles ne mettent jamais l'eau dans les cheveux. Mais monsieur, il elles faut ont des greffes. Ma grand-mère... Ah, mais elles ont des greffes, alors je ne savais pas. Je suis bête. Ma grand-mère n'a jamais connu un salon de coiffure qu'elle avait les cheveux qui lui atteignaient les fesses. Ouais. Des cheveux qui étaient aussi lisses, monsieur Eric Fopoussi, que l'eau qui s'écoulait du marigot de mon petit village. Donc, monsieur Eric Fopoussi, aujourd'hui, nous voyons des cheveux, des femmes aux cheveux quelconques. Vous voyez un côté des cheveux, c'est roux, un roux cassant. De l'autre côté, vous avez des cheveux du genre brun. De l'autre côté, vous avez les cheveux d'un blanchi cassant. Vous vous demandez, mais on est où ici? Beaucoup de femmes au naturel ne peuvent pas vous présenter leurs cheveux, monsieur Eric Fopoussi. Dieu seul sait que la jeune fille qui partait en mariage, sa maman la préparait en mélangeant le padouk avec l'huile de palmiste. Elle retrouvait son teint. L'homme qui ne parvenait pas à entretenir des rapports sexuels utilisait l'écorce du yoimbe. Le yoimbe, c'est une écorce, monsieur Eric Fopoussi, qu'il devait casser les morceaux tous les matins avant de sortir. Ça creusait le ventre, ça développait l'appétit, ça soulevait. Monsieur Eric Fopoussi, nul n'est censé savoir, ou peut-être oublier, un vrai bantou, que l'écorce du baobab est le premier pourvoyeur en calcium dans le monde. Et vous savez que le calcium joue un attrait sur la qualité de la peau, le faciès, la dentition, monsieur Eric Fopoussi. Aujourd'hui, vous avez des papas qui ont 90 ans, qui ont toutes leurs dents. Vous avez des jeunes aujourd'hui, des jeunes filles qui se retrouvent à 20 ans, elles ont moins 20 dents, moins 30 dents. Vous vous demandez, mais c'est quelle histoire? Parce que, monsieur Eric Fopoussi, elles ont toujours mal à la dent. Monsieur Eric Fopoussi, Dieu seul sait que pour entretenir le cheveu, il fallait utiliser l'avocat. On pressait l'avocat, monsieur Eric Fopoussi. Mais on pressait l'avocat qu'on mettait, on faisait le bain d'avocat dans les cheveux, monsieur Eric Fopoussi, pour avoir une belle texture en termes de qualité du cheveu. Pour la peau, le faciès de la femme, c'était la terre blanche, pas le kaolin, c'était la terre blanche qu'on utilisait, on faisait le masque de terre blanche et on passait la nuit. Monsieur Eric Fopoussi, on savait, les femmes savaient que lorsque ça n'allait pas, ma grand-mère, elle ne nettoyait les cheveux qu'avec la glaire de l'aloe vera. Monsieur, il faut pousser. Cette partie à l'intérieur, elle raclait, elle faisait le bain, monsieur, dans les cheveux. Aujourd'hui, vous avez des shampoings tchanglang, vous avez des shampoings binglang qu'on sort dans tous les cas. Les femmes composent et tout. Vous ne pouvez plus respirer, monsieur, il faut pousser. Comme vous voyez dans les films, les gens passer les narines dans les cheveux de leurs femmes. Voilà. Vous allez vous étouffer parce que les femmes aujourd'hui mettent du tout et du n'importe quoi à la fin. Merci beaucoup, Charlamel Bachou. Alors, merci de restituer notre place
dans la pensée universelle. C'est important que les Noirs s'approprient de cela. Pour ceux qui connaissent Isis, la beauté africaine par excellence Isis, qui d'ailleurs, parce que j'aime souvent à le dire, à rappeler, lorsqu'on lit Améno, Diodore ou Hérodote, on peut bien comprendre qu'une ville comme Paris, par exemple, c'est Père Isis. C'est là-bas qu'on adorait Isis, Paris, vous voyez aujourd'hui. Donc Paris de la France. Hein. Il faut bien comprendre que les habitants, les Noirs, ont été les premiers à Paris. Hein. Il faut qu'on le dise aux gens pour qu'ils comprennent qu'il y a des millénaires, cette race, c'est bien un enjeu de race. Et la stratégie mondiale qui a été menée pour qu'on oublie cela, pour qu'on rejette cela, ne marchera pas avec la cinquième colonne de ceux qui sont sur ce plateau et qui vont tout à fait se battre pour que l'Occident ne gagne pas. Alors, Tendance, quel est ton point de vue dans l'histoire de ce matin? Moi, je voulais dire que quand une femme se plaint déjà, c'est pas bon. Quand une femme se plaint pour sa coiffure, ce n'est pas bien. L'homme doit être attentionné, amener son épouse même dans son salon de coiffure, dire que bébé fait le traitement. Il demande le prix des greffes, on paye. Maintenant, quand un homme vient te donner 2000 francs, il boit combien de bières par jour? Non, soyons sérieux. 2000 francs ne fait rien. Rien que ma coiffure, c'est avec la brésilienne que j'ai sur la tête. La brésilienne, ça m'a coûté combien? C'est combien de boules Tendance? 3 boules. 3 boules, c'est te dire. Pourquoi vous ne vendez pas maintenant les boules? Vous ne vendez pas vos cheveux aux Brésiliens? Non, c'est les boules. Mais vendez, faites le tour. Vous envoyez aux Brésiliens et vous renvoyez les leurs pour vous faire les échanges. Et pourquoi faire comme ça? Quand vous faites ça, vous envoyez vos épouses dehors. Parce que quand madame va aller, elle va marcher dans la rue, que quand elle va la draguer, elle va accepter. Mais je ne vous demande pas d'aller dehors, parce qu'on vous connaît. Vous avez dit que quand il y a dit que si on ne nous donne pas la coiffure, on sort. Vous sortez pour aller où? Quand une femme se marie, elle doit être fidèle. Mais pour les femmes qui sont inconscientes, elles vont chercher à aller dehors parce que elles veulent être belles. Monsieur doit prendre soin de son épouse minute by minute. Et l'argent de la ration ne peut pas l'argent de la coiffure. Donc tu dois aller peut-être dans ton salaire. Tu sais qu'à la fin du mois, voici l'argent du loyer que j'ai retiré. Voici l'argent de la ration. Voici l'argent de la coiffure de madame par mois. C'est comme ça que tu vois une femme qui met une greffe, ça fait 3 mois sur la tête. Mais qu'elle tu vois, elle la greffe, elle a les odeurs. Parce qu'elle a peur que si j'enlève encore, elle prend l'argent. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Hein. C'est sur ce qu'on va mettre un terme à l'histoire de ce matin, mesdames, messieurs. On va tout de suite basculer sans transition à la colère de Charles Hamel. Nous lirons les messages un peu plus tard dans l'émission. Je m'interroge ce jour sur la question de l'accaparement des terres dans ce pays. La prochaine révolution que connaîtra le Cameroun bientôt sera dans le domaine du foncier. Ça ne va véritablement pas. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays avec la terre des gens? Comment comprendre que le droit coutumier des populations sur les portions du domaine national ou rural qu'elles occupent ou exploitent ne sont pas considérés par l'État comme des droits de propriété? Comment comprendre que des personnalités de cette République, je dis bien des personnalités de cette République, à elles seules se retrouvent à posséder individuellement 500 hectares de terres arables? Allez à l'ouest, allez dans le centre, évitez le sud parce que c'est grave là-bas, allez à l'est, vous allez voir ce que vous allez voir. Les populations sont réduites désormais à des hameaux parce qu'on les a fait abandonner les droits coutumiers au nom de l'État. L'État qui sait prendre, réquisitionner pratiquement toutes les terres. Comment comprendre que de nombreux membres ou anciens membres du gouvernement, hauts fonctionnaires, directeurs généraux des sociétés d'État, magistrats, hauts gradés de l'armée, achètent à des prix dérisoires d'importants espaces de terre cultivables dans les villages? Vraiment. Comment comprendre que des concessions, des milliers d'hectares de terre soient concédés aux multinationales agroalimentaires dans un pays où l'on demande aux jeunes de s'investir dans le domaine agricole
alors que toutes les terres sont prises. 100 000 hectares dans le Dia. Allez à Batouri, avec l'Est chinois. Ils se sont installés là-bas. C'est de là que sort le manioc en paquet pour l'Europe. C'est de là que sort la tomate, le ketchup pour l'Europe et la Chine. Qu'est-ce que nous on mange au Cameroun? Savez-vous que les jeunes qui souhaitent s'investir dans l'agriculture et l'élevage n'ont pas de terre? Savez-vous que de nombreux jeunes qui rentrent se construire dans leur village se retrouvent à ne plus avoir d'espace? La terre est prise. Savez-vous que près de 500 000 hectares de terres arables ont été déjà attribués aux multinationales qui frappent de plus en plus aux portes de ce pays? Allez à Bandjok, à Yabassi, Kondjok, partout. Vous voyez les espaces. N'essayez même pas d'entrer. On a déjà tout pris. Savez-vous qu'à ce jour, le Cameroun enregistre près de 4 millions de demandes connues dans le domaine de l'acquisition de terres? Comment comprendre que les hectares de terre encore inexploités, évalués à environ 50 millions, relèvent encore tout du domaine national, c'est-à-dire ne sont pas immatriculés, occasionnant de fait une insécurité foncière dans les villages et coins reculés? Avez-vous seulement une idée sur le niveau élevé des personnes s'étant retrouvées sans terre pour cultiver? Comment comprendre que des dizaines ou que des entreprises étrangères exploitent sans vergogne des dizaines de milliers d'hectares de terre pour la culture du riz ou encore du jatropha? Faites un tour dans le sud-ouest, le Mbam, la Haute-Anaga, le nord-ouest et le sud pour comprendre de quoi je parle. Savez-vous que ces localités suscitées ou que dans ces localités, les populations se retrouvent sans terre ou travaillent comme employés dans les espaces qui leur appartenaient hier? Comment comprendre que certaines élites locales achètent avec une frénésie inégalée des centaines d'hectares d'espace appartenant à des paysans, mais également leurs plantations? Que dit la loi? Point d'interrogation. Allez à Elok Batindi, vous allez vous rendre compte de ce qui est en train de se passer. Faites un tour à Kribi, faites un tour dans la zone de Yabassi, où avec acuité, les problèmes ne cessent de se présenter. Allez encore en Tui, vous découvrirez des extravagances. Et d'ailleurs, comment comprendre qu'aucune de ces ventes ne soit encadrée? Savez-vous que près de 6 000 villageois camerounais ne cessent de se mobiliser, d'en parler, de décrier depuis des dizaines d'années l'accaparement par la Socapalm de 40 000 hectares de terre leur appartenant? Ils sont allés se plaindre au niveau même du parquet de Paris. On a discuté de tout. Mais qu'a fait le pays pour pouvoir les restituer? Chaque jour, des paysans ne cessent de se plaindre. Chaque jour, des populations ne cessent de pleurer. La preuve, regardez la ville de Douala et vous comprendrez peut-être en quelques lignes de quoi je parle. Merci beaucoup, Charles Amel. On va dénoncer ce qu'il y a dénoncé dans ce phénomène qui n'est pas propre au Cameroun, puisque de nombreux pays africains s'en plaignent au quotidien, et surtout les autochtones qui font les frais de largesse de multiples gouvernements. Le Cameroun n'est pas donc en reste, comme vous l'avez bien décrié ce matin, et pourtant il y a bien un arsenal juridique qui nous permet de bien comprendre comment se gère au Cameroun, du moins le régime foncier et le régime domanial. D'abord, cette loi de 73/3 du 9 juillet 1973 qui ordonnait au président de la République de prendre une ordonnance fixant justement le régime foncier et domanial, et l'année suivante, donc une ordonnance numéro 74/1 du 6 juillet 1974 venait donc fixer ce régime foncier et domanial au Cameroun. Mais malheureusement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes et que les textes qui sont aussi clairs ne sont pas respectés dans la réalité. On va ici pointer un doigt accusateur sur les grandes firmes internationales. Souvenez-vous, il y a peu, il y avait cette décision prise par le gouvernement d'annuler les activités de Héraclès Farm donc à Manfé, qui avait installé une grande palmeraie, et le gouvernement avait, suite à de nombreuses ONG qui étaient montées au créneau pour donc dénoncer l'accaparement de ces 70 000 hectares de terre
donc attribué à cette firme Héraclès Farm et le tollé avait été général et le gouvernement avait finalement fait rétropédalage. Donc c'est un vrai problème, les populations en souffrent, les Camerounais en souffrent puisque les multinationales, les grandes entreprises d'industrie agroalimentaire viennent ainsi s'accaparer ces terres-là. Bon, Bengan, qu'est-ce qu'on doit dénoncer ce matin? On doit dénoncer la politique, j'allais dire, capitaliste d'accaparement de tout, des richesses du monde. C'est maintenu par une certaine élite sur la base, parce que j'ai déjà même entendu ça pendant la campagne électorale, je pense même aujourd'hui, les gens vous disent que nous vivons la fin des idéologies. C'est archi faux. Archi faux. Le 6e point de consensus de Washington dans ce que vous appelez mondialisation, c'est d'abord il faut comprendre que la mondialisation a un contenu idéologique et politique. C'est une idéologie, le libéralisme. Oui. Et le 6e point dit clairement qu'il faut renforcer la protection de la propriété privée partout. Et qu'est-ce qui se passe là par rapport à cette célèbre loi que vous faites allusion? Oui. Quand vous allez dans votre village, vous savez que, voilà, papa me dit que notre grand-père a dit, c'est notre terrain ici. Et ça va de telle rivière à telle, voilà les limites de notre terrain. Et ça, c'est ce que Charles Hamel appelle le droit coutumier. Mais malheureusement, cette terre ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas par rapport à cette mauvaise loi que vous avez énumérée là tout à l'heure. On vous dit que ça appartient à l'État. Ça appartient à l'État. Et qu'est-ce que l'État va donc faire? Il a parlé du Sud-Ouest. Il y a une société américaine à qui on a donné des hectares de terrain dans le Sud-Ouest pour cultiver le palmier. Je ne sais pas s'ils ont commencé. Ça a été dénoncé, non? Le maire actuel de Yabassi a dénoncé la famille présidentielle qui s'est accaparée des terres là-bas à raison de 2500 l'État, alors que ce n'était pas mis en valeur. Donc, il y a comme ça des élites, ils se sont accaparés de tout. Et même, vous avez entendu que les autorités administratives et tout, qui étaient comment je vais dire, dans le département de l'océan, ils sont en prison maintenant par rapport à la gestion des terres à Kribi. Et tout partout, c'est de la même manière. Donc, en fait, la loi et cette loi qui ont dans le cadre de l'accaparement de ces terres est réservée aux élites. L'élite qui a l'argent va vous contraindre à venir toujours être des paysans pauvres. En fait, c'est cela. Maintenant, l'autre volet, je termine par là, ça entre dans ce que John Foster appelait l'Afrique sans les Africains. Donc, quand le président Biya lui-même, il dit aux Thaïlandais, il a donné là-bas pour cultiver les trucs, aux Chinois, il a donné ici. C'est des vastes hectares de terrain. Donc, en fait, vous allez dire, moi je suis de Tile, papa va dire que notre limite de terre, c'est ci, c'est ça. Vous n'avez rien. Les élites ont tout pris. Le reste, l'État va prendre et l'en fera ce qu'il voudra. Vous faites justement allusion à cette affaire des indemnisations liées donc aux terres qui avaient été réquisitionnées pour le port autonome de Kribi, le port en eau profonde de Kribi, qui répondait ici à une autre loi, celle de 1980, portant répression des atteintes à la propriété foncière et domaniale. On comprend que nous ayons ici des réserves sur l'arsenal juridique qui est prévu, mais davantage qu'on a aujourd'hui aussi ces multinationales qui arrivent au Cameroun et qui s'accaparent ces terres-là grâce aux largesses ou encore à cause des largesses du gouvernement. On a vu ici le récent rétropédalage du gouvernement suite à l'attribution de 70 000 hectares sans aucune forme de procédure à Héraclès Farm. À l'époque, les ONG étaient montées au créneau pour dénoncer cette attitude, mais ça continue. Les combats sont immenses partout, au Tsanaga, dans la région du centre, région du sud, partout on voit des gens qui viennent accaparer les terres des autochtones, et c'est aujourd'hui le grand défi des Camerounais de pouvoir protéger ces minorités-là qui subissent ces influences extérieures. Alors, cher Label, sur cette question de l'accaparement des terres qui nous préoccupe ce matin, qu'est-ce que vous avez ajouté?
Monsieur Eric Fopoussi, des études dont les rapports avaient été publiés dans les années 2010-2013 avaient fait état de ceci que, d'après c'était l'Union africaine, l'ONU, la Banque mondiale, cette étude avait fait, c'était une étude conjointe, ils avaient fait le constat selon lequel près de 100 milliards d'hectares, 100 milliards de dollars avaient été cédés, en fait, pour un montant de 100 milliards de dollars, l'Afrique a cédé à des étrangers des terres arabes. En l'espace seulement de 10 ans. Alors, imaginez-vous, de 2010, si on prend la frontière 2010 à 2020, vous pensez qu'on a cédé combien? On vient à peine dans le Tchad de donner 100 000 hectares. Et on demande aux jeunes de retourner à la terre. Allez dans la zone de Donkol, s'il faut le dire, dans la région du Sud Cameroun, vous allez voir qu'un seul Camerounais, un seul Camerounais, lorsque vous commencez, vous démarrez votre véhicule, vous voyez des plantations, plantation sur plantation, plantation sur plantation, ça appartient à une seule personne. Vous allez tout laisser tout dans les mêmes sud, vous allez vous rendre compte que la majeure partie des gens qui sortent de cette région et qui tournent tout autour des affaires de ce pays ont de ce côté-là grave. Allez du côté de l'ouest, vous allez vous rendre compte qu'à l'ouest, alors c'est grave. D'abord, pour que l'ouest n'a même pas suffisamment de terre, vous allez vous rendre compte que le peu de terre existante, toutes les élites ont foncé. Qui fait de la banane, qui fait du plantain, qui fait de ceci. Est-ce que cela profite même aux populations? Non. On vient chez vous, on récupère votre cours, on vous emploie pour travailler dans votre cours, on vous donne des salaires de misère. Vous ne pouvez même pas sortir de là avec un régime de plantain pour consommer. Tout cela est récolté et entraîné. Faites un tour, monsieur, il faut pousser dans le sud-ouest. Vous allez mettre les mains sur la tête et vous dire, mais attendez, ces gens disent qu'ils gouvernent. Ils gouvernent qui? Et ils gouvernent avec les qui? Quelle est la place qu'occupent les collectivités décentralisées? Les collectivités décentralisées n'ont pas un mot à dire. Allez voir comment les gens récupèrent les terres. Vous avez des élites qui arrivent en disant que l'État a récupéré, on va créer ici une université. Je préfère vous dire, je tais le nom de cette élite qu'il a fait dans un village. On va créer une université ici, là, vraiment, le chef c'est déjà signé à Yaoundé. Donc on va venir mettre les bornes, une entente entre lui et le chef. Le lendemain, on a vu des... Le lendemain, on vient, on monte avec les exemples ici à Douala, PK16, on voit des têtes de la nappe. Un autre problème va se poser à Bonalé avec cette extension de la même université de Douala. On vient, on monte les barils, on dit que c'est l'État, vous ne pouvez rien. Les gendarmes arrivent, on fait descendre quelques colonels corrompus qui arrivent, qui se positionnent. Non, monsieur, c'est déjà récupéré, le commandant de brigade. On envoie les gens patrouiller, le chef dit, je n'enlève ma main. Attendez le moment venu. Vous avez 5, 6, 7 ans, vous vous retrouvez. Monsieur Eric Fopoussi, je vous pose une question. Vous pensez que si un fils du village Ndokot veut revenir construire dans son village, il construira où? Alors, il faut clairement dire ce matin qu'il faut bien faire une distinction entre le domaine national, le domaine privé de l'État et le domaine public. Alors, les populations connaissent ça, monsieur Fopoussi. Elles sont lancées là-dessus. Le pays, on est plus... Il faut comprendre une chose. La loi, elle est dure, mais c'est la loi. Dure, Alex, cette laisse. Ce n'est pas la loi. Quand vous lisez, la loi 74 d'ailleurs, à un moment donné, il a fallu quand même que pour développer un endroit, qu'on puisse, pour des causes d'utilité publique, prendre des terres. Ça, vous le savez. Ça veut dire que on a développé. C'est ça la question, qu'on n'a pas développé. Maintenant, je veux bien qu'on en soit à critiquer, à dénoncer cette façon perverse qu'ont certaines élites de venir instrumentaliser les chantiers de l'État pour arracher les terres des uns et des autres. Donc voilà la question. L'État elle-même n'a pas bien élaboré sa loi. On doit être là-dessus. Alors, madame, monsieur, merci de nous retrouver sur Equinox Télévision. 10-12 le Zénith, on marque une pause. Très heureux de vous avoir ce matin, tout de suite. Retour, madame, monsieur, pour cette deuxième partie de votre magazine 10-12 le Zénith de ce vendredi 21 septembre 2018, on va dire, veille du lancement, du début de la campagne électorale qui va durer 15 jours et déboucher le 7 octobre prochain sur le scrutin présidentiel. Élection qui met en lice 9 candidats qui vont rivaliser de mots, de programmes, d'ambition, de bilan, évidemment.
évidemment, pour convaincre les électeurs de voter pour eux. Alors, on va, pour cette deuxième partie, prendre avec vous, Florazé, les messages qui nous sont envoyés par nos chers téléspectateurs. Alors, la première réaction qui nous vient du sud, certaines plantations dans la localité dans le sud appartiennent à un très grand élite de la République. On nous envoie travailler la terre et pourtant, alors que nos parents ont vendu toutes les terres aux élites et aux étrangers, dont tout le patrimoine familial est bazardé à des prix minables. Moi-même, j'ai eu des projets d'agriculture, mais je n'ai pas de terre. C'est Claudia Abouemandopassi qui réagit ce matin. Une autre réaction, nous sommes dans un monde où le complexe d'infrastructure nous amène à fuir notre identité. Ça, c'est par rapport à l'histoire du jour. Donc, cette femme est envieuse, tout simplement. D'accord. Cette femme est envieuse. Je termine. Il faut que nous apprenions à apprécier ce que Dieu nous donne. Voilà. Qu'elle cesse de regarder à gauche et à droite. Autre réaction ce matin, nous vivons dans un pays qui ne nous appartient plus. Nous dit Kenny à Konsamba. Donc le Cameroun est privatisé et les richesses sont donc en fuite. Donc les pauvres au Cameroun souffrent. D'accord. En tout cas, en réalité, comme on le disait Charles-Amel Mbachou, sur cette question de la propriété foncière et domaniale au Cameroun, il est très important que l'on règle aussi la question de l'immatriculation des terres au Cameroun, de l'obtention des titres fonciers, parce qu'il est quand même vraiment dérangeant quand on observe plusieurs titres fonciers sur une seule portion de terre. C'est inadmissible, on ne peut pas continuer comme cela. Donc il y a aussi ce chantier-là qui doit être réglé par le prochain gouvernement qui sortira des urnes le 7 octobre prochain. Monsieur Eric, il faut aussi poser la question à des gens ici à Douala. Ils vont vous dire qu'ils font les champs ici à Djombe. Déjà même que Djombe a tout pratiquement pris chaque jour. Il loue les terres. Je ne sais pas si loue. Je n'ai même pas envie de confirmer. Certaines personnes se retrouvent là parce que lorsque vous arrivez, on vous dit aujourd'hui l'État a encore ajouté. Il y a un projet d'extension qui a été mis. On commence par mettre les panneaux. Lorsque vous voulez vous plaindre, on vous rappelle l'histoire de Paul Eric King en disant que si tu vas entrer là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Dans tous ces axes, vous voyez des gens qui lèvent la main. Vous avez d'autres Camerounais ici, des jeunes gars avec qui vous discutez, vous dites qu'ils font les champs ici à Mandjo. D'autres font à, comment on appelle le village de Balé, Bamengui, Fomopea, Bandoum. Mais seulement là-bas, vous déclenchez, dès que la première saison des pluies arrive, les inondations vont vous finir de ce côté. Donc, c'est dire, monsieur Eric Fopoussi, que ça ne sert à rien pour un jeune de dire aujourd'hui qu'il va entrer dans le champ parce qu'il n'y a plus de terre. Toutes les terres arabes ont été récupérées. Le peu de terre qui reste aujourd'hui, les gens récupèrent pour monter les immeubles. Allez voir, je vous ai parlé de Ndokoti. Aujourd'hui, il y a un actuel problème que le chef de Ndokoti vit. Il a ses fils qui veulent construire. Est-ce qu'il y a encore l'espace pour ce village ou pour les habitants de ce village? Il n'y a plus d'espace. Regardez toutes les différentes entreprises qui occupent la zone de Côtier. Regardez leur baba. Aujourd'hui, si un fils veut s'installer pour faire, est-ce qu'il y a possibilité de le faire? Comment est-ce qu'ils ont acquis ces différents... Il y a tout ça pour dire, monsieur Fopoussi, ça ne va pas y avoir. Vous soulevez donc là la question de la gestion des peuples autochtones. Il me souvient qu'une fois sur ce plateau, lorsqu'on évoquait la prise en compte des populations autochtones, on a évoqué comment cette question a été réglée dans une ville comme Paris, puisque ils ont opté ils ont appelé ça la multipropriété, si je ne me trompe pas, c'est le terme. Donc il y a un niveau qui est pour le peuple autochtone et vous exploitez le reste des niveaux, donc 2e étage, 3e étage, 4e étage, mais vous laissez les autochtones sur place. Allez voir donc comment donc concilier, vous allez, comment a été géré comme voilà tout ça. Donc comment concilier donc, comment concilier la nécessité, parce que ça l'est, du respect de l'environnement des autochtones, du respect de leurs droits et la volonté de faire développer le pays. Donc c'est toutes ces questions-là. C'est pour cela que je vous ai dit que les multiples lois auxquelles vous avez fait allusion tout à l'heure sont de fausses lois. La fausseté commence en ceci que le sous-préfet, le président de la commission consultative de délivrance des titres fonciers,
lui qui est l'autorité administrative, la première à s'en occuper. Il faut dire que ces lois-là ont été prises, du moins l'ordonnance a été signée de Aïdjo. Hein. J'ai dit, mais à partir de lui, justement. Oui, justement. Mais non, Aïdjo protéger les intérêts des bourgeois. Oui. C'était les intérêts d'abord que lui, c'est un aristocrate. Bon, il n'y a pas où se trouve le peuple là-dedans. Il a quand même ouvert un peu la brèche pour que les populations autochtones puissent il n'a pas régulariser. protégé, que ce soit Aïdjo ou son successeur constitutionnel Paul Biya. La loi elle-même quand même disait à l'époque que pour être propriétaire et considéré comme propriétaire terrien au Cameroun, les personnes qui ont d'ailleurs obtenu un titre foncier normalement, et les personnes qui sont passées par le Freehold, donc qui sont des propriétaires autochtones de cela. On a même pris en compte à l'époque ceux qui avaient un certificat, le certificat of occupancy. Justement, les seules personnes où c'était, on peut dire, bien géré, c'était l'ex-Cameroun occidental. Oui, avec le certificat of occupancy. C'était l'ex-Cameroun. Chez nous, on vous disait, les fameuses lois commençaient par dire 73-74, la mise en valeur. Vous, moi, j'ai des propriétés qui s'étendent à des hectares. Je peux les mettre en valeur avec ma machette. Ce n'est pas possible. Alors que dans la région d'ex-Cameroun occidental, on vous dirait, il était clairement défini dans la Constitution, je prends l'article 37, l'Assemblée générale des chefs traditionnels était maintenue. Et c'est cette Assemblée générale qui venait, bon, Bombok, Bengan et Foposi Negou, dans le terrain, vous obtenez très vite vos titres fonciers. Mais ici, le sous-préfet qui le faisait, qui a, j'allais dire, cette manipulation-là, accompagnée des démembrements du ministère de l'Agriculture, du ministère de l'Urbanisme, ceci, pour venir constater la mise en valeur. Il vous disait d'abord, bon, moi je descends là-bas sur le terrain, ma part c'est combien dedans. Voilà comment ça a commencé à être. Lui, le sous-préfet, il va partir. Mais il commence à acheter le terrain. Il commence à procéder à la manipulation. L'actuel ministre des Domaines, Mme Kouma Bessike, dit qu'il y a au moins 12 000 faux titres fonciers pour Douala seulement. Regardez ce qui se passe à Missolet 1, Missolet 2 et Sikoum, c'est-à-dire que Douala et Déa. D'accord. Cette propension qu'il y a là, qu'on vous dise. Alors, comment les élites de ce pays, les bourgeois de ce pays se sont accaparés les terres. Mesure symbolique à faire, on doit sortir les sous-préfets de la procédure d'obtention du titre foncier. Et annuler tous ces titres fonciers qui existent avant. C'est-à-dire que vous, et là j'apprécie Cabral Libye, je pense que Cabral dans son projet, il a mis l'accès à la propriété qui va tenir compte justement de ce que vous avez dit, les populations autochtones. Mais les pygmées ont de terre. Vous dites, nous tous, nous avons dit que les pygmées sont autochtones. Vous pouvez me dire les pygmées ont les terres. Non, justement, c'est ce qu'on dit. Alors, la réalité, que ce soit Aïdjo ou Paul Biya, en fait, ils n'ont protégé personne. Ils ont protégé les intérêts des aristocrates et des bourgeois. Donc, vous voulez une politique comme celle qu'avait amorcée il y a quelques années votre ami du Zimbabwe, qui avait décidé d'arracher les terres aux fermiers blancs. Absolument. Ça avait créé un tollé international. Le Cameroun ne peut pas faire ça parce qu'effectivement, il y a ces conventions internationales. Non, la différence est que même, je pense que l'actuel président de Sud-Africain veut le faire. La différence avec le Zimbabwe, l'Afrique du Sud et nous, c'est que là-bas, c'était écrit. D'accord. Lorsque le Zimbabwe accède à l'indépendance, c'était bien écrit qu'à un moment donné, les Blancs allaient rétrocéder les terres. Arrivé donc à ce moment, Mugabe, regarde, on lui dit non, je veux ça. Justement parce que les intérêts bourgeois sont supérieurs aux intérêts du bas peuple que nous sommes. D'accord. 12 000 quoi, papa? Faut titre. Oui, voilà. Et il faut comment pour connaître. N'est-ce pas au cadastre, quand tu arrives là-bas, tu te fais enregistrer. Oui, mais c'est là où il y a le faux total. Le gars vient faire les levées topographiques. Non, c'est mieux qu'on signale à temps. Si on vous vend que les gens qui sont en chantier essayent même de... Qu'on ne va même plus construire. Parce que c'est désagréable quand tu construis, on vient encore te détruire. Construire, c'est très difficile. Mais détruire, alors en quelques secondes, on te bat à terre. Et il faut dire que c'est justement l'une des raisons, l'une des causes de l'accaparement
des terres aussi facilement au Cameroun, puisque le plus souvent on se fonde sur le flou qui existe dans les titres fonciers pour exproprier les pauvres populations. Monsieur Eric Fopoussi, regardez la vitesse. Je crois qu'on parlera bientôt de la question des déguerpissements. Vous allez vous rendre compte qu'à l'heure où je vous parle, toutes les zones, vous allez à Village, c'est grave. Vous allez à Bonabéry, c'est grave. Actuellement, il y a un projet de déguerpissement qui est en train d'être enclenché, qui se prépare en sourdine. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes, à l'heure actuelle, ils ont laissé, parce que c'est les élections présidentielles, personne ne veut nuire la campagne du chef de l'État, Paul Biya, mais passé cela, vous allez voir ce qui va arriver. Monsieur Le Fopoussi, je me suis déplacé plusieurs fois, je suis allé à la conservation, je suis allé au domaine, je suis allé discuter pour essayer d'avoir un peu certains documents. Monsieur Le Fopoussi, pour avoir un document, pour essayer même d'avoir un renseignement sur la question domaniale, vous allez faire des pieds et des mains, on ne mettra jamais cela à votre disposition. Imaginez-vous donc que vous avez un chef qui a fait 2, 3, 4, 5 pieds de grue au niveau du domaine pour avoir des documents concernant sa zone et qu'on ne lui remette pas. Il va rentrer, et d'autres chefs qui ne s'intéressent véritablement pas. Vous avez des villages qui ne sont pas immatriculés, dont les élites même ne travaillent même pas à l'immatriculation. Un beau jour, on vous dit, le chef de l'État a choisi, votre zone a été choisie. Pire, je vais encore plus loin. Regardez l'affaire des antennes, des antennes des opérateurs de téléphonie mobile. Vous savez ce que ça crée dans les villages aujourd'hui? Où les gars arrivent, on vous dit, on a calculé dans toutes les zones, c'est la politique qu'on va prendre. On va voir le chef, on remet au chef 1 million. Et on va accompagner du sous-préfet. Le sous-préfet qui dit que l'ordre est venu depuis Yaoundé, que c'est ici là ils vont prendre. Et ne vous amusez pas, vous savez que c'est les blancs. Les intérêts des blancs, si c'est menacé, vous-même vous allez voir ce que vous allez faire. Vous voyez les gens, un bon matin, on arrive, on vous demande de déguerpir parce que le chef de l'État a octroyé à une entreprise de téléphonie mobile. On dit, on construit un truc, on met l'antenne relais. Dans plein de villages, ça s'est en train de se passer dans l'Ouest, les gens sont en train de se passer. Comment est-ce que ça a commencé? Comment est-ce qu'on est arrivé là? Est-ce qu'elle-même nous dit avec les différentes populations? Rien. Vous voyez l'antenne qui sort. On vous demande d'aménager la route. Pour aménager la route qui va mener à là, on racle les champs de toutes les mamans, on racle, on casse les maisons pour permettre à la route d'arriver là. Et vous voyez les populations qui descendent se plaindre. Pour celles de l'Ouest, on va dire là à Bafoussam. Vous arrivez à Bafoussam, on vous dit le siège c'est à Douala, descendez à Douala. Lorsque vous arrivez à Douala, on nous connaît, remontez à Yaoundé. Voilà comment on balance. En tout cas, il y a un très gros dossier qu'on fera sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et les procédures en la matière qui ne sont toujours pas respectées au Cameroun. On le voit bien avec tous les grands projets en cours et tous les contentieux qu'il y a. D'ailleurs, on attribue le retard d'autoroute Douala-Yaoundé à cette situation foncière. Florazé, on va avec vous prendre la revue des réseaux sociaux. Pour ce vendredi, on termine la semaine en politique. Deux informations. La première de l'heure, c'est ces ralliements politiques qui se vivent depuis un bon bout de temps. Encore cet engagement de M. Penda Ekoka qui annonce son soutien à Maurice Kamto du MRC. On rappelle que le conseiller du chef de l'État dit avoir vu chez le président du MRC la volonté de transformer le Cameroun. Et vous pouvez imaginer, c'est une information qui dit, on rappelle que c'est à quelques semaines de l'élection présidentielle, donc prévue le 7 octobre prochain. Donc le conseiller du président de la République pour bien donc sa ligne derrière le MRC. Et puis une toute autre information de ralliement qui continue de faire le buzz sur la toile, c'est bien sûr celle de Jean-Jacques Ekindi à 72 ans qui lui également la célébrité de son à la parcours. maison comme cela se fait dire sur la toile, ça va dans tous les sens. En tout cas, il a décidé de s'aligner également derrière le RDPC pour cette période électorale. Voilà donc la mouvance qui se joue dans la sphère politique en relation justement avec le prochain scrutin. Donc les camps se forment de plus en plus. Voilà encore une autre peut-être surprise. En tout cas, certains analystes politiques sur la question estiment que ce réveillement de Jean-Jacques Ekindi n'est pas une grosse surprise. Il fallait s'y attendre. Alors bon, Bengan, il faut clairement dire que des voix se sont désormais élevées pour réagir à cette transhumance, je préfère utiliser le terme qui est repris par les journaux ce matin au Cameroun, de transhumance politique. Alors pour le cas de Penda Ekoka, que vaut ce ralliement? Et pour le cas de Jean-Jacques Ekindi, comment vous décryptez ce choix?
Non, c'est les mêmes. C'est les mêmes options. D'accord. Les mêmes options, c'est quoi? Vous allez remarquer que ce soit ceux d'hier, le jeu 20 de Albert Zongan qui en sont suivis, ou les deux que vous venez de citer, ils ont le même refrain. C'est les choix alimentaires. Non, non, pas encore. Ils disent, j'ai trouvé en ce candidat la possibilité de... J'ai trouvé, je me suis rendu compte que j'ai scruté l'avenir, j'ai regardé, je me suis rendu compte, j'ai pesé, j'ai sous-pesé. C'est le même refrain. En fait, il s'agit de la bataille dans les camps qui se forment au niveau de l'établissement. Il y a l'établissement camerounais a des lobbies qui se sont rangés en clan. C'est eux, ce sont ces lobbies qui se battent. En fait, c'est un fait nouveau ou cela a toujours été? Non, non, ça a toujours été. Mais c'est plus poignant maintenant parce que le chef de l'État, j'allais dire, va vers le soir de son pouvoir, de son pouvoir suprême. Vous verrez que la même chose s'est passée au Gabon, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Donc ici chez nous, on va vers le rassemblement de l'UNC, mais avec des tentacules. Maintenant, comment vous verrez que si le président Biya n'est pas là demain, ces mêmes gens vont essayer de se reconstituer. Vous avez d'ailleurs vu que pendant le multipartisme, il y a eu une association qui était née, les Amis d'Aïdjo. Et lorsque cette association n'a pas mis en feu, Bello Bouba avait dit à l'époque, moi je suis un prince. Un prince est directement de côté du pouvoir. Et qui l'a aidé à cela, c'est le premier ministre de l'époque, ça doit y être. Et ça n'avait rien de régionalisme ou de tribalisme. C'est le camp de Ojula, comme disent les UP6, qui se renforçait. Or, l'autre qui n'était pas, qui est du même camp et qui voulait sortir pour créer le verre, c'était Samuel Bois. On l'isole. On l'isole et vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, on va essayer d'isoler Adamou Ndamjoya et Garga Amanadi. Ils ne sont pas donc mais les autres. Bon, qu'est-ce qui a bien pu se passer dans l'esprit de Jean-Jacques Kindi, lui qui disait pourtant vouloir arbitrer, être l'arbitre d'une possible coalition de l'opposition? Il guettait ce que ça pouvait faire au sein de l'opinion. Vous avez vu que l'un de ses porte-paroles s'appelle Elimbi Lobé. Et Elimbi Lobé venait canarder systématiquement l'opposition. Canarder en disant, ils ont une formule. Et ils ont une formule, il faut rassembler. C'est-à-dire que M. Jean-Jacques Kindi jugeait un peu. S'il y avait eu un petit regroupement au sein des 8, il aurait capitalisé ça, notamment pour une retraite paisible en politique. Maintenant, puisque ça n'a pas été le cas, il rentre donc dans ce clan, dans ces luttes des clans de l'établissement pour se positionner, parce que pour se préparer à l'alternance au sommet de l'État, c'est que on ne bouscule pas le vieux. Ça a été le cas avec Houphouët-Boigny. On ne bouscule pas. Bon, quand il ne sera pas là, qui va se positionner le mieux? Comment les camps vont se positionner? C'est ce que Achille Mbembe appelle bataille des nègres dans un tunnel. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, bon, quand on regarde le poids politique de Jean-Jacques Kindi, alors il est très présent à Douala 1er. D'ailleurs, il est conseiller municipal, un peu comme le MP qui a également d'autres conseillers municipaux dans la commune d'arrondissement de Douala 1er. Alors, quand vous regardez cela, qu'est-ce qui peut expliquer aussi sur le plan stratégique ce ralliement? Je veux dire, est-ce qu'il se fait une réflexion par rapport au municipal de 2019? Est-ce qu'il veut retourner à l'Assemblée nationale? Voilà, est-ce que, pour bien comprendre comment il va gérer avec ce ralliement-là la prochaine élection législative et municipale? Il y a deux choses fondamentales à observer. La première, c'est que ce n'est pas le poids politique qui compte. Mais c'est le renforcement du camp des aristocrates et des bourgeois. C'est ça qui compte. Ce n'est pas parce que tel a tant nombre de députés. Je vous dirais qu'au G20, qu'il y a plus de il n'y en a pas. Donc, c'est le renforcement du camp qui compte. C'est lui qui est parti. Est-il vraiment revenu? La deuxième chose que vous avez relevée, effectivement, c'est pour cette raison, parce qu'il ne fallait pas montrer que le camp qui gouverne est très divisé. Et c'est Atangandi qui a donné le premier signal en disant,
moi, les gens qui viennent la nuit, là, je ne veux pas, il faut qu'ils viennent le jour. Ils commencent à se dévoiler. Et ça amène donc le président de la République à dire que non, moi, je ne savais même pas qu'il y avait beaucoup d'élections en 2018. Je vais reporter les autres. En fait, ça va servir à bien positionner ces partis satellites et les leaders qu'on avait créés pour animer la galerie. D'accord. Maintenant, est-ce que le Cameroun... On a bien envie de voir comment le maire Lengue Malapa de Douala 1er va pouvoir gérer les conseillers municipaux en conseil municipal du MP. Vont-ils désormais s'aligner sur toutes les résolutions qui seront prises? Là, il y aura une recomposition. Il y aura, et si M. Ekindi entre au gouvernement, puisque de toutes les manières, l'analyse qu'on faisait dernièrement sur la circulaire du président de RDPC section de DA 1er va dire que l'ECAM va laisser le RDPC gérer les élections et le RDPC va sortir les pourcentages au gré des intérêts et de la répartition du gâteau national, et c'est ça qui va déterminer le reste. C'est-à-dire que est-ce qu'on pourra laisser Jean-Jacques Ekindi, s'il entre au gouvernement, on peut laisser. S'il n'entre pas au gouvernement, il faudra donc que le parti au pouvoir va essayer de voir quelles sont les alliances possibles. Il a 72 ans. Hein. Oui, mais justement, il viendra donc négocier soit le poste de maire à Douala 1er ou le poste de premier et de député à Bourg-Centre. Donc voilà comment, c'est comme ça que c'est parti. Ça se répartit de toutes les manières. D'accord, bon, même si on entend que tous ces ralliements-là, évidemment, obéissent à d'autres logiques que les logiques rationnelles qu'on pourrait... Il n'y a pas de rationalité puisque tout est faussé. Voilà. C'est pour ça que je vous parlais de Limbelowe qui dit, oui, stratégiquement, quand on regarde tel nombre d'élus, ça n'existe pas. Quand les prémices sont fausses, la conclusion ne peut être que fausse. Et pour comprendre, entrer dans le jeu de la bourgeoisie, comment la bourgeoisie se réforme. Hier, quand on parlait tout à l'heure du libéralisme, comment on l'appelait, la mondialisation néolibérale, c'est le capitalisme qui, à chaque fois qu'il y a les remous, il se reconstitue, il sort une nouvelle pisnette et tout. Maintenant, il faudrait plutôt regarder du côté de l'éveil citoyen. Quels sont ceux qui essaient d'émerger dans ce que nous appelons cette théorie de la complexité? Ok. Alors, la théorie de la complexité, qui est bien sûr une création bien africaine. Oui, absolument. Nous rappeler vous, dans la Bible, vous parlez du chaos. Voilà. Quand il y avait le chaos, Dieu est venu, il a dit que le jour, la nuit, voilà. C'est important. Nous, c'est la théorie de la complexité. Alors, Charles Amel Bachou sur cette question. Alors, Christian Penda Ekoka, qui rallie Maurice Kamto, pour vous, qu'est-ce que ça apporte au MRC, aux candidats du MRC, pour vous? J'observe, monsieur Eric Fokosi. Je préfère observer. Pour le moment, je préfère observer. Laissons voir les tendances et laissons voir le jeu sur le terrain. On se décidera. Mais c'est quand même une bonne pioche de piocher chez l'adversaire une grande pointure comme celle-là. Peut-être aussi de casser et déconstruire une certaine réputation, même si elle n'est pas palpable sur le terrain, de l'ethnocentricité du MRC qualifié de parti baramique, tout ce qu'on peut imaginer. Ça peut aussi contribuer à casser cela, non ou pas? Bon, monsieur Erifopoussi, étant donné que chacun se prépare, ils ont tous affûté l'exemple, je n'ai pas envie de me prononcer sur la question bouleuse. Voilà. J'estime que les dés sont pipés, avec pas les dés, pourtant pour moi, chacun a joué sa carte. On peut tout autant bien analyser la position d'Alben Zongan qui a fait le pas, parce que ce n'est pas le premier pas qu'Alben Zongan fait, pour avoir rallié, d'abord, on se rappelle qu'il avait rallié le SDF, après il est sorti. Bon, alors, il faut dire, c'est un jeu, essayons d'observer comment ça se passe, et on le verra sur le terrain, monsieur Eric Fokosi. Oui, c'est une guerre de clans. C'est les divers clans de pouvoir qui se battent. J'aime beaucoup la réaction de Charles Amel. Il reste très prudent sur cette question. Il faut surtout pas se laisser piéger par ces différents aliments qui peuvent envoyer souvent des types de messages que nous sommes loin de décoder. Ça fait pratiquement 2 ans, depuis 2017, lui, Penda Ekoka, a eu ce débat, qu'on lui a retiré pratiquement l'accès, on a retiré l'accès à l'entrée à la présidence. On peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Pourquoi s'être réveillé maintenant à combien
à combien de semaines de l'élection, faire sa sortie, définir les stratégies. Bon, était-ce un plan déjà noué d'avance? Donc je dis, je n'ai pas envie. Donc pour vous, ce ralliement n'apporte rien au MRC? Je n'ai pas envie de dire qu'il n'apporte rien parce que je ne sais pas ce qui a été dit dans l'ombre, M. Rifopoussi. Parce que rappelez-vous que Maurice Kamto avait dit qu'il a, je me rappelle c'était au mois de juillet, par là, il avait dit qu'il avait signé beaucoup d'accords avec certaines personnes, certains membres de la société civile, avec, vous vous rappelez, est-ce que Eda Kouka et Christian en faisait partie? En faisait partie. Là maintenant on ne peut pas le dire, nous sommes en train d'assister à l'aboutissement. Vous vous rappelez que à peine, je revoyais encore hier la sortie de Paul-Éric Kingé, là où il traitait l'autre de caporal, là où il traitait Maurice Kamto de caporal, avec tout ce qu'il a eu à dire. On le revoit aujourd'hui directeur de campagne de Maurice Kamto. Donc vous voyez, maintenant se prononcer là, je ne voudrais pas, les électeurs nous regardent, ceux qui vont aller voter nous regardent, laissons-les se déployer, ils ont 15 jours, observons-les, et je crois que d'ici à ces 15 jours, on saura qui est qui fait quoi et comment est-ce que... Quel est ton point de vue, Tendance? Par rapport à quoi? Par rapport au ralliement d'hier, et Kinzi Ouais, Seigneur. et Penda et Koka. Moi, je le disais seulement les réactions ayant sur Facebook, Flora. Et moi, je constate que tu sais que la politique est comme ça, la politique est comme ça. Ça va comme le serpent. Donc la politique est comme ça, on cherche que l'équipe qui gagne. Quand ton équipe gagne, quand tu sais où tu vas manger et boire, non, tu suis que la direction là. Si tu arrives où tu ne vas pas manger et boire, est-ce que tu vas encore go mieux? Tu cherches que où tu bois. Maintenant, on revient sur le père Jacques qui dit. Il y a un gros Français qui est sorti sur les réseaux sociaux que le chasseur du lion a fait quoi? Qui retourne encore derrière. Dévoré par le lion. On a dit un nom français ou que ça veut quoi? Qui retourne encore derrière mon père. Le lion reste le roi Tous de la ceux forêt. qui ont le follow de mon père, vous allez retourner derrière lui comme ça. C'est un homme, lui c'est la force tranquille. Non, mais maintenant, ce Faut pas qu'il faut jouer dire, avec la c'est souffrance des que le Camerounais. candidat unique de l'opposition qu'il cherchait, il a déjà trouvé. Lui, il est Zipan, parce que là, on ne parle pas d'il est Zipan. Parce que Jean-Jacques Kili s'est très peu prononcé sur la question. Il avait son soldat de terrain qui était Hilaire Zipan. On attend éventuellement la réaction de Hilaire Zipan et la réaction de Elimbi Lobé. Depuis ces 2 jours, ceux qui parlaient de la coalition, vrai, parce que ce sont ceux qui disaient, Hilaire Zipan le premier qui disait qu'il était Jean-Jacques Kili, le coordonnateur, il devait coordonner, ils avaient structuré des points, ils avaient fait des analyses, mais aujourd'hui, il se tait. Elimbi Lobé disparaît de l'écran. Bon, parce qu'ils ont un deuxième mentor, Pierre Pouemo, qui ne s'est pas encore prononcé. Donc attendons Pierre Pouemo. Vous voyez pourquoi je vous dis, il faut attendre. Non, mais ça n'exclut pas qu'on fasse cette lecture-là, que c'est les clans de l'établissement qui se battent. C'est les clans de l'établissement. Maintenant, est-ce qu'il y a de fausses nouvelles qui vont arriver? On reste à voir. Il faudra donc lorgner du côté du CPP qui n'est pas là, de Serge Espoir Matomba ou de Cabral Libi. Encore il n'est pas sûr qu'eux aussi ils soient dans l'un ou dans l'autre camp. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis parce que dès le départ ne sont pas marqués. C'est pour ça que je dis pour les Ndamjoya, les Gargaman sont marqués. Voilà, ils sont marqués. On essaiera donc à voir avec les autres. Voilà. Quelle direction vont-ils prendre? Et même Franklin dit fort parce qu'on on oublie souvent. Voilà. Alors, Flora, c'est la suite. La seconde information également qui continue de faire le buzz, c'est cette réaction de Cabral Libi, en rappelant qu'après une tournée européenne, américaine, et puis engagé aussi le candidat investi du parti Univers et aussi on a vu Bézimaïa, ça c'est vraiment en parenthèse, s'est incliné devant la tombe du tout premier président du Cameroun, ça c'était jeudi, mais il faut revenir également sur cette vidéo où il annonce en grande pompe dans les réseaux sociaux qui pourra tenir également un meeting qui est annoncé demain au marché de Bounamoussadi par la collecte de fonds alloués justement pour sa campagne à partir du 17. On rappelle que c'est pour les 200 millions qui sont donc attendus. Et puis rappelons que c'est cette réaction à travers ces petites vidéos qu'il a fait sur les réseaux sociaux en lien avec l'information qui a été relayée déjà depuis mercredi, qui faisait état de l'interdiction qui a été qualifié de fallacieuse du sous-préfet de Douala 5e, qui lui évoquait l'indisponibilité du stade SICAM pour le 23 septembre prochain, donc dimanche, date annoncée pour la tenue du dit meeting. Voilà donc la réaction, peut-être qu'on peut écouter pour quelques minutes Cabral Libi à travers cette vidéo qui fait le buzz sur la toile. Bonjour à tous. Alors, j'ai pris l'initiative de cette vidéo pour réagir rapidement
à deux sujets préoccupants. Le premier est lié au meeting de Douala, le 23, et le deuxième au fond de campagne. En ce qui concerne le meeting de Douala, nous sommes en train de faire l'objet d'un abus de trop de la part de l'autorité administrative. Nous avons souscrit à toutes les démarches préalables. Nous avons acquis auprès de l'autorité compétente l'autorisation, et nous nous sommes d'ailleurs acquittés des frais y afférents pour le stade SICAM qui doit accueillir le meeting. Nous avons saisi l'autorité administrative pour l'en informer, puisqu'il s'agit bien de cela. D'où vient-il qu'au moment où nous attendons simplement que le récépissé nous soit donné, comme cela devrait tout naturellement être d'ailleurs le cas, puisqu'il s'agit d'une réunion publique, c'est un lieu bien précis, c'est même pas sous le régime de l'autorisation. D'où vient-il donc qu'à la dernière minute, on nous informe que ça ne pourrait plus avoir lieu, au prétexte que le directeur du stade, que par ailleurs mes camarades ont croisé aujourd'hui même et qui leur a fait part de ce qu'il était au courant de comment ça se préparait, d'où vient-il que nous apprenions des autorités administratives que ce même directeur de stade, qui à aucun moment ne nous a saisis pour nous informer de quoi que ce soit allé voir cette autorité, soi-disant lui dire que il s'était trompé en nous accordant ou en nous autorisant à faire le meeting le 23. C'est un stratagème ignoble et ridicule de plus, devant lequel nous ne nous inclinerons pas. Nous n'allons pas courber les chines. Le 23 stratagème ignoble, comme le dit Cabral Libby. Certains ont estimé ont qualifié cette interdiction de fallacieuse. Donc on rappelle que ce meeting de Cabral Libby, donc interdit, c'est plutôt un signal inquiétant pour que les chefs de terre envoient comme ça aux candidats de l'opposition. Voilà donc Eric Fopoussi, l'ambiance qui règne au sein même enfin, la sphère politique au Cameroun. D'accord. Parfois, il est bon de montrer les crocs. Ce sont là des propos d'un éminent juriste, voilà, Monsieur Claude Assira, Maître Claude Assira, qu'on salue ce matin. Alors, il faut dire que c'est une entrave, déjà hier on en parlait, c'est une obstruction grave à la démocratie. Boro Bengan, Cabral Libby qui maintient donc ce meeting-là. Il n'est pas question de se laisser intimider. Absolument. Et moi, à la place d'un coup vendeur et du mouvement 11 millions, il faut maintenir le meeting. Parce qu'en fait, ici, moi j'ai écouté le préfet du département de Vouri qui vient expliquer que le stade n'est pas disponible, alors que le directeur de stade n'a rien dit. Donc en fait, ça veut dire deux choses principales de mon point de vue. La première chose, c'est que le préfet de Vouri et le sous-préfet de Douala 5 montrent clairement qu'ils sont militants du RDPC et qu'ils ne pourraient pas accepter qu'il y avait un meeting de grande envergure de leur chef supérieur hiérarchique, M. Atangandji, récemment, et que c'est lui qui a pu amener les Camerounais à se réinscrire sur les listes électorales, puisse faire, j'allais dire, un méga meeting à Douala. Donc ça veut dire que, en fait, c'est eux qui sont contre l'application des droits de l'homme. Parce qu'il faut citer le troisième considérant de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit ceci, je cite, « Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit, pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. » Donc là, M. Nkoumvondo et Cabral Libby sont contraints à monter contre la tyrannie et l'oppression que M. Maché et le sous-préfet de Douala 5 sont en train de faire. En fait, c'est eux les tyrans. Tendance. Ils veulent faire la tête pour aller au stade. On va vous verser l'eau de Mami Ouattara. Absolument, il faut le faire. On va vous verser. C'est parce qu'on n'avait pas l'air le panda à notre pays. Ce sera une bonne chose. Je dis que l'eau de Mami Ouattara va vous arroser. Je me dis que si on interdit la marche, bref, vu ce qui se passe dans mon pays ici, le meeting, c'est mieux de laisser vous organiser un autre jour. Donc c'est une doléance, parce que mon cœur bat. Parce qu'à l'heure, c'est les Camerounais, quand ils vont voir moins d'attroupement, c'est où ils peuvent se rebeller. Mais c'est bon, ce serait bien pour eux. Voilà mon français qui finit. Si vous vous entêtez pour aller faire le meeting, attention à l'eau de Mami Ouattara. D'accord, très bien. On va rapidement terminer, Florazé, avec... d'accord, ok. Avec vous, on va tout de suite basculer au plateau B avec Consti Lamine qui est déjà en place et qui...
me fait donc voir le Vonbio Oméga 3. C'est un supplément alimentaire. Alors, bonjour, mon très cher Consilamine. Hein. Bonjour, mon très grand et meilleur ami Eric Fopossi, et merci à toute l'équipe du Zénith, Bombor, Charles Lambert, Flora et Tendance Kenyé. Merci beaucoup pour cette émission qui est très regardée. Alors ce matin, je viens encore parler de ce complément alimentaire pas comme les autres. Il y a des compléments alimentaires sur le marché camerounais international, mais il y a d'abord et surtout ces compléments alimentaires. Si ce n'était pas de bonne qualité, on ne serait jamais à la télévision et radio Equinox, tous les jours de lundi à dimanche, parce que c'est un complément alimentaire pas comme les autres. Parce que c'est un complément alimentaire qui fait la fierté de tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision et de tous les auditeurs de la radio Equinox. Voilà pourquoi nous le conseillons massivement à tous nos téléspectateurs ce matin. Vous l'aviez déjà consommé, vous ne le consommez pas encore. Il est donc important pour vous qui ne le consommez pas encore de l'avoir. Un complément alimentaire qui vous permet de réduire les complications du diabète, de bien entendu également de régler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle, également de favoriser la guérison des inflammations. Ce complément alimentaire, comme je l'ai si bien dit, prévient également les AVC. Plus besoin de dépenser des centaines de mille quand on sera victime d'un AVC. En consommant régulièrement l'oméga 3, vous allez dire bien entendu adieu aux AVC. À côté bien sûr de ces avantages, il y a également un autre avantage qui est très important. C'est bien entendu que ce complément alimentaire prévient également des maladies liées au vieillissement telles que l'Alzheimer. Voilà donc quelques avantages liés à la consommation régulière du Vonbio Oméga 3, votre complément alimentaire qui est vendu au prix de 5000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Et je rappelle que la livraison peut se faire dans tout le Cameroun et hors du Cameroun pour ceux qui sont intéressés. On a bien sûr au jour d'aujourd'hui des clients au Gabon, des clients au Congo, en RCA, au Tchad, et même du côté bien sûr de la France, on a des clients qui commandent ce complément alimentaire. C'est donc possible de l'avoir en Europe en appelant tout simplement à nos numéros de téléphone. Nous nous chargerons d'acheminer votre complément alimentaire grâce à nos différents partenaires qui assurent la livraison sur le plan national et international. Voilà donc bien sûr quelques modalités, quelques conseils pratiques liés à la consommation régulière de votre complément alimentaire, le Vonbio Oméga 3. Je rappelle, le prix est de 5000 francs seulement pour une boîte de 30 gélules. Je dis bien c'est 5000 pour une boîte de 30 gélules. Une gélule par jour pendant le repas. Alors à tous mes amis de la zone anglophone, de Boya, de Bamenda, de Tiko de Moutenguene, aucune inquiétude à se faire. On a des agences de voyage partenaires qui assurent le transport c'est-à-dire de nos produits tels que Mogamo Express, Amour Mes Âmes, qui sont des partenaires du concept Salaka, qui permettent à nos clients de Bamenda, de Boya et même du côté bien sûr du sud-ouest d'être livrés à domicile. N'hésitez surtout pas. Commandez dès à présent votre complément alimentaire au prix de 5000 francs seulement et c'est une gélule par jour pendant le repas. Comme dirait quelqu'un, prévenir vaut mieux que guérir. Ça ne sert à rien d'avoir l'AVC demain. Ça ne sert à rien d'avoir un diabète qui sera compliqué alors qu'il y a la solution. Et la solution idéale aujourd'hui, c'est la consommation régulière de ce complément alimentaire Vonbio Oméga 3. Et n'oubliez surtout pas la lotion des diabétiques. Oui, j'attire l'attention de tous les diabétiques. Une lotion magique, une lotion miraculeuse pour assurer la beauté de votre peau. Exigez la lotion Vonbio diabétique qui coûte tout simplement la somme de 6500 francs du côté bien sûr du magasin 1001. Je vous remercie infiniment Constilamine. Madame, Monsieur, alors information de dernière minute sur ce plateau puisqu'on en parlait. D'ailleurs c'est le maître Claude Assira qui me faisait cette remarque là tout de suite. Donc il faut dire que le sous-préfet de Douala 5e accepte finalement la tenue du meeting. Donc ça vient de sortir et c'est maître Claude Assira qui nous le dit. Comme quoi, parfois, il est bon de montrer les crocs. Voilà. Donc, non, c'est pas les crocs. Il faudrait que les autorités se sont rendues compte qu'ils sont des tyrans et des oppresseurs. Qu'est-ce qui peut justifier qu'une autorité administrative vienne justifier quelque chose qui ne lui concerne pas? Bon. Et dans la note d'acceptation de ce meeting, dans ce rétropétalage, qu'est-ce qu'il dit? Il y a un passage qui est intéressant. Il dit
puisque la campagne électorale commence effectivement le 22 septembre, je ne trouve aucun inconvénient à ce que vous teniez votre meeting selon les dispositions législatives. Alors, Non, alors mais vous justement, comprenez que non, non, il écoutez. s'est empressé à interdire en oubliant que c'est la campagne électorale et que Non, non, normalement, il n'oubliait pas. Oui. Il a fomenté quelque chose qui ne tenait pas, qui a D'accord. d'ailleurs embarrassé le directeur de stade. Ok. Comment le sous-préfet vient dire que le stade sera occupé à ce moment-là? Il est le directeur de stade D'accord. et le préfet vient appuyer l'interdiction. Ça montre qu'ils sont dans les dispositions de l'article 184 du règlement intérieur du RDPC quand il est encore à Bamenda en 1985. D'accord. Voilà. En tout cas, c'est clair que... J'espère aussi que celui de Ndom va faire pareil. Ouais, justement, même le sous-préfet de Ndom. Le sous-préfet de Ndom a aussi suspendu le meeting de Cabral. C'est pas possible. Donc j'espère que le sous-préfet de Ndom va faire la même D'accord. chose à la date indiquée. On va tout de suite prendre interpellation de ce vendredi 21 septembre 2018. Oui, nous faut un gouvernement sensible au peuple, qui soit au milieu du peuple, qui peut diriger le peuple, pour nous éclairer. Parce que là où nous sommes là aujourd'hui, nous n'avons rien, nous n'avons ni route, nous n'avons ni l'eau, on n'a pas l'électricité, on n'a pas des hôpitaux capables de nous soigner. Et ça fait mauvais parce qu'un peuple qui veut se développer a tous ses atouts pour lui. Il faut ça pour nous encadrer, pour nous diriger. Ce sont ces principes-là qui vont nous guider, qui va guider le peuple camerounais afin qu'il sorte de l'ornier là où nous sommes. Parce qu'à l'heure actuelle, nous ne sommes pas... Il est impossible pour un jeune de se développer aujourd'hui. Parce que vous voyez comment les gens sont en train de quitter le Cameroun, de quitter l'Afrique pour partir parce qu'il n'y a pas la main d'œuvre. Les gens ne peuvent pas travailler, il n'y a aucun moyen, il n'y a aucune subsistance. Et quand il y en a même, il y a certains gens à qui on le donne, on ne donne pas aux autres. Et ça, c'est mauvais. Voilà. Retour, madame, monsieur, sur le plateau pour décrypter cette interpellation ce matin. Bon, Bégan, juste un petit mot, hein, puisqu'on a beaucoup de messages qu'on va évacuer. C'est quelqu'un de ma génération. Oui. Et nous avons prêté serment d'être sur le chemin de la justice et de la vérité. J'ai dit, c'est difficile pour le jeune Camerounais aujourd'hui d'émerger avec le système. Et Achille Mbembe l'avait dit, à notre époque, on se battait pour avoir une place au soleil. Aujourd'hui, les jeunes sont les forçats contre la mort. Donc, ils vivent pas pour ne pas mourir. C'est tout. Ils ne cherchent pas à vivre, mais ils cherchent plutôt à ne pas mourir. Donc, ils sont les forçats contre la mort. Voilà, on va basculer rapidement sur Florazé pour retrouver les nombreux messages qui nous sont envoyés ce matin dans ce programme. Alors, Florazé, que nous disent nos téléspectateurs? Oui. Herman a réagi ce matin. Alors, pour lui, en ce qui concerne le ralliement de M. Penda et Coca au MRC, il pense que ça n'a pas trop d'impact, à son avis, que ça ne pèse pas pour une voix lourde. Je ne crois même pas qu'il était très connu concernant le meeting de Cabral. Nous y serons, même s'il arrive pas miracle. Donc, heureusement, même s'il neige, nous serons à ce meeting. Donc, à s'investir dans les jeunes à s'investir dans la chose politique de nos jours. Nous qui jadis n'avions plus d'espoir en ce pays. Maintenant, on peut croire. C'est Roméo Herman qui réagit ce matin. Et puis, si ce n'est que pour de l'argent de l'État, l'État divise les francophones, les grèves, etc. au Cameroun seront quotidiennes, des comportements ignobles des chefs de terre, c'est vraiment honteux, nous dit cet autre téléspectateur. Une autre réaction ce matin, il est clair que le parti au pouvoir a peur de l'engouement des jeunes pour cette élection, donc ainsi il faut rapatrier tous ces pions, donc injectés dans l'opposition afin de faire un bloc face à une vraie opposition qui menace de renverser le régime. D'ailleurs, on nous annonce une démission collective des militants du FSNC pour le parti Univers. Oui, le parti de Issa Chiroma Bakari pour le parti Univers. De Nkumvondo et qui investit Cabral Libi. C'est important de rappeler. Quels militants du sud, de l'ouest, du littoral, les militants du nord. Ah d'accord. Oui. Monsieur Chante, à Yaoundé. Et quand on donne les raisons de la démission, c'est terrible. Voilà.
Ça veut dire qu'ils ont listé, on vous donnera ça lundi prochain, ils ont listé les manquements du gouvernement dans leur localité. Donc, absence de banque publique dans leur CES pendant 7 ans. Ils ont fait tout un... C'est intéressant à lire. Oui, Florazé. Il y a M. Tchouenté qui réagit ce matin à Yaoundé. Je pense que M. Ekindi, tout comme M. Momo, sont juste des personnes faibles d'esprit, indécis. Et il pense que c'est triste intellectuellement. C'est M. Tchouenté à Yaoundé qui réagit. Alors, Crépin à Edea pense que le RDPC a battu tous les... le président a battu, Paul Biya a battu tous les politiciens de sa génération et des générations environnantes. Observer que presque tous les politiciens de cette génération suscités devraient logiquement prendre leur retraite. Alors... cette présidentielle, c'est qu'un référendum, il faut choisir entre les jeunes ou les vieux. Ok. Alors, Crépa aidé à qui pour vous confirmer, c'est à Garoua que s'est passée cette démission collective. Ils ont donné les raisons. Donc, pour non-réaménagement de la route Garoua-Djoumassi, non-transformation de CES en lycée. Ils ont... Il pose les problèmes des jeunes. Oui, quand absolument. vous parlez des jeunes, allez vers les jeunes. Nous avons vu les jeunes venir vers les jeunes. Ils se comprennent. Ils ont un langage qu'ils comprennent. Moi, quand vous me dites la matière, non, je ne savais pas. Juste pour vous dire que si on fait le bilan des infrastructures routières du gouvernement RDPC en place au Cameroun, ça suffit pour qu'il ne soit pas réélu. Mais vous savez ce qu'a dit Jacques Ndongo, qu'est-ce que c'est pas le bilan qui fait élire, c'est la capacité de séduction. Voilà, mais il a oublié, lui qui est ancien de l'église à Marégoker, il sait que quand on parle de séduction, ça veut dire que c'est le diable. C'est le diable qui séduit. L'autre chose, il ne s'agit même pas... Il ne s'agit pas d'avoir des notions de comptabilité. Moi, je peux prétendre faire un bilan. Le chef de l'État dit en 2004, priorité des priorités infrastructures routières. Il suffit de voir. Est-ce qu'il y en a, vous dites non. Priorité des priorités en 2011, les tramways. Ils vont aller faire la campagne où? Dans les airs? Les autorités administratives font la campagne pour eux. Ils vont aller sur ces mêmes routes endommagées. À moins qu'on va déménager un tracé spécial pour le chef de l'État. Non, mais Chalamel, quand même, il faut reconnaître qu'une ville comme Douala, quand même, a bénéficié d'une pénétrante Est et Ouest. Il y a le deuxième pont sur Cher ami, vous voyez deux ponts sur le j'ai fait 3 heures pour quitter du rond-point de arriver en Dobo. Vous voyez deux ponts sur le Vouri? Non, montrez-moi le deuxième pont. Vous voyez deux ponts sur le Vouri? Il y a 2 ponts sur le Vouri. Il y a l'ancien pont et il y a le nouveau pont. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On a cassé l'ancien pont ou quoi? Alors oui, dites-nous, l'ancien pont a été cassé. Ce n'est pas digne de vous de dire qu'il y a 2 ponts sur le Vouri. De toutes les manières, Abidjan est au 4e pont sur la lagune. Dites-le. Voilà. Maintenant, vous avez un pont Je ne vois qu'un pont sur le Vouri. Il n'y a qu'un seul pont. Qu'on ne veut même pas ouvrir. Et les de part et d'autre du Vouri. Chalamel, je le dis. Des rives du Vouri. Des soucis d'équilibre. Il ne faut pas qu'on nous tape sur les doigts que nous faisons une contre-campagne contre... Monsieur, c'est pas une contre-campagne. Non, on est en période de dans le plan d'Orient, et c'est important. Dans le plan d'Orient que j'ai eu la chance, dans le plan d'Orient dont j'ai eu la chance de parcourir, monsieur, il faut pousser en 2018, notamment en 2020, on devait avoir 4 ponts sur le Vouri. 4 ponts sur le Vouri. D'accord. L'un qui devait sortir par Bonanjo, on devait maintenir celui-ci et le refaire. L'autre qui devait sortir partant de Souza directement pour sortir au rond-point Maïtur. Et l'autre qui devait traverser directement pour sortir par Yassa. Pour ceux qui veulent sortir hors de la ville, monsieur Rifopoussi. Pour ceux qui entraient pour continuer dans le nord-ouest, sud-ouest ou ouest, monsieur Rifopoussi. En tout cas, c'est pour des soucis d'équilibre sur ce plateau. Il ne faut pas qu'on le catalogue. Non, vous ne pouvez pas parler. Puisque les autres n'ont pas dit un qui a un bilan. Les autres ont j'allais dire des projets. Vous allez comparer comment? Puisque les 8 autres n'ont pas de bilan à défendre. On a parlé du parti Univers, on a parlé de tout le monde. Le mieux, c'est qu'on parle du ADPC, on parle également de leur réalisation. Maintenant, c'est à vous d'apprécier si ça vous est utile ou pas. Tout à fait. Alors, Florazé, on va continuer à lire les messages avec vous. C'est un devoir d'équilibre. Voilà, à Bokito, Jérémy et Bongo qui réagit par rapport à l'histoire du jour.
Tu es belle aux yeux de ton mari et non aux yeux du voisin. Donc, les femmes africaines ont oublié qu'elles sont les plus jolies au monde. Donc, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. D'accord. Merci beaucoup pour ces messages. Hein. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Madame, Monsieur, rediffusion de l'émission à 1h, heure du Cameroun, minuit, temps universel. Comme chaque matin, on vous le dit, que Dieu bénisse le Cameroun. À lundi prochain. Bon week-end.